Bien, écoutez, je souhaite la bienvenue à tous les participants qui sont en train de se connecter. Alors, j'explique quelques mots d'introduction. Bon, Margarita Marques est une parlementaire européenne expérimentée, du groupe socialiste. Je vous fais un peu sa présentation parce qu'elle, elle se connaît, mais vous ne la connaissez pas nécessairement. Elle est titulaire dans les commissions budget et commerce. Elle est suppléante dans les affaires économiques. Elle est aussi dans la commission qui suit les relations avec la Chine. Elle a surtout, et je valoriserai ça en introduction, une carte de visite qui intègre non seulement son métier de parlementaire européenne, mais elle est aussi une ancienne secrétaire d'État du Portugal pour les affaires européennes dans le premier gouvernement Costa. Elle est aussi une ancienne vice-présidente de la Commission Affaires européennes du Parlement portugais, donc elle connaît terriblement bien les affaires portugaises. Et j'ai rarement vu une carte de visite aussi complète, car elle est aussi une ancienne fonctionnaire de la Commission européenne. Et son assistant m'avait expliqué qu'elle a été chef de la représentation de la Commission européenne au Portugal. Et donc, quand avec l'aide de Sofia Fernandez, on avait localisé les compétences de Margarita Marques, effectivement, on avait conclu que pour parler de présidence portugaise, elle était particulièrement bien placée. Elle était supposée faire un binôme avec Sofia Fernandez au titre de l'Institut Jacques Delors. Et donc, c'est la raison pour laquelle, à travers son assistante de recherche, Claire Vicarneis, je lui souhaite une bonne convalescence, car malheureusement, Sofia a subi, c'est le mot exact, un accident bien involontaire, et donc elle se remet. Alors, est-ce qu'on a la chance d'avoir notre intervenante qui se connecte? Je ne la vois pas immédiatement. Oui, Madame Marques est là. Maintenant, oui, je suis connectée, oui. Voilà, eh bien, vous êtes la bienvenue. Merci d'être parmi nous. On sait très bien que votre emploi du temps est compliqué et très compliqué. Je ne sais pas si vous avez vu l'exercice que nous venons de réaliser avec nos participants. Non, je viens de rentrer justement maintenant parce que je participe à Lisbonne. Je viens de terminer ma participation dans le sommet sur la gouvernance économique de l'Union européenne. Et justement, il n'a pas encore terminé, mais j'ai quitté la salle parce que j'avais fait ma dernière intervention. Mais bon, maintenant, je dois m'excuser du retard parce que je déteste arriver en retard, mais c'est ça l'explication. Bon, écoutez, remerciements. Non, nous savons que les Portugais sont des gens ponctuels et s'ils ont un retard, c'est un retard justifié. Vous êtes en plus dans la dernière journée de la présidence portugaise du Conseil de l'Union européenne. Oui, c'est ça. Bon, je vous ai présenté rapidement, je vais le recommencer pour vérifier tout de même que j'ai la bonne carte de visite parce que après avoir remercié Sofia Fernandez qui malheureusement se remet d'un accident, mais sa collègue chercheuse à l'Institut Jacques Delors est parmi nous. Nous avions bien noté que vous avez une belle carte de visite qui est à la fois une carte de visite de parlementaire européenne, membre du groupe socialiste, mais vous avez aussi été fonctionnaire à la Commission européenne, chef de la représentation de la Commission européenne à Lisbonne, et vous avez travaillé dans les affaires portugaises, notamment dans le premier gouvernement Costa, en tant que secrétaire d'État du Portugal pour les affaires européennes. Donc, vous avez la vision, à mon avis, plus complète que beaucoup des différentes institutions et aussi du niveau national. Et peut-être dans cette carte de visite, voulez-vous valoriser tel ou tel point? Alors, voilà. Non, pas du tout. Merci beaucoup pour cette présentation. Bien évidemment, ça me donne une connaissance bien élargie d'une part de la dimension nationale et la dimension européenne. Et surtout, au niveau de la dimension européenne, le fait que j'ai travaillé dans les trois institutions, qui soit la commission l'exécutif, soit les co-décideurs, le Conseil et le Parlement, ça me donne effectivement une compréhension des questions européennes, parfois un niveau d'exigence peut-être plus élevé, mais aussi, comment dirais-je, peut-être parfois plus exigeante du point de vue pragmatique, du point de vue des résultats.
C'est-à-dire, les parlementaires sont souvent vus comme des gens qui élaborent des propositions, mais qui n'ont pas vraiment impliqué à avoir des résultats. Mon cas, parfois quand je regarde mes collègues, je me rends compte qu'effectivement, il y a cette dimension d'exigence d'avoir des résultats. Oui, c'est ça. Eh bien, écoutez, on va commencer par là, après avoir rappelé à nos participants, d'abord, qui sont évidemment les bienvenus, que les questions écrites qu'ils nous ont posées, je vais les intégrer le mieux possible, qu'ils ont un chat également à leur disposition, donc s'il y avait vraiment des questions brûlantes, vous n'hésitez pas à les faire apparaître, et qu'on ne va pas vous donner le micro, mais vous avez la visio, vous pouvez apparaître aussi en image si vous le souhaitez, ce qui est toujours sympa aussi pour l'intervenante et pour l'animateur. Mais ma première question, c'est vraiment sur les présidences, parce que les Français ont tendance à imaginer la future présidente française. Donc, il faut rappeler que cette année est une présidence portugaise et ensuite une présidence slovène. Et peut-être rappeler les fondamentaux, parce qu'il y a parfois des surestimations ou des sous-estimations d'une présidence. On dit si c'est la présidence française ou portugaise, ben c'est les Portugais ou les Français qui décident. Bien sûr que non, ils sont présidents. Mais il ne faut pas non plus les sous-estimer. Ils ont un rôle à jouer pendant 6 mois et c'est une présidence tournante. Donc peut-être on peut se rappeler entre nous les fondamentaux pour bien comprendre ce que c'est qu'une présidence. Voilà, ça c'est une question très intéressante pour comprendre le rôle de la présidence. C'est-à-dire, la présidence, d'abord, ne fait pas des miracles. Et deuxièmement, la présidence a la responsabilité de bien gérer l'agenda européen. C'est-à-dire, Portugal n'a pas mis dans l'agenda ce qui l'intéressait individuellement en tant que pays. Donc, la responsabilité du Portugal, dans ce cas avec l'Allemagne et la Slovénie, le trio des présidences, c'est justement accorder un agenda commun, mais vis-à-vis le respect de l'agenda européen. C'est-à-dire, ça c'est la question importante, la justification de la présidence tournante. Bien évidemment, ça c'est le concept, mais finalement, chaque présidence veut laisser associer à sa présidence de l'Union européenne, du Conseil de l'Union européenne, chaque présidence, chaque pays essaie de mettre dans les décisions politiques pendant les 6 mois des éléments qui puissent d'une certaine façon définir les priorités politiques du pays ou les enjeux politiques du pays. Je donne un exemple. Portugal, en 2000, a fait le premier sommet Union européenne-Afrique. Le deuxième sommet Union européenne-Afrique a eu lieu pendant la présidence portugaise 2007. Entre 2000 et 2007, l'Union européenne n'a pas réussi à organiser un nouveau sommet Union européenne-Afrique. Pourquoi? Parce que le Portugal a des relations privilégiées en Afrique. Donc, le Portugal peut apporter à l'Union européenne une valeur ajoutée qui est ses relations privilégiées avec l'Afrique. Du point de vue politique, je donne un exemple, cette présidence portugaise, le sommet de Porto sur l'agenda social. Nous savons que le pilier européen des droits, le socle européen des droits sociaux, a été proclamé en Suède en 2017. Mais nous sommes en 2021, il n'avait pas encore un plan d'action. Et le gouvernement portugais a réussi à adopter un plan d'action pour la mise en œuvre du socle européen des droits sociaux. Parce que c'est un gouvernement de gauche, un gouvernement où les politiques sociaux sont très importants. Donc, le gouvernement portugais a fait tous les efforts pour délivrer, pour présenter des résultats en ce qui concerne l'agenda social. Oui. Donc, pour résumer, il y a d'une part
gérer l'agenda normal, entre guillemets, de l'Union européenne, en apportant à l'Union européenne ce qui est la valeur ajoutée de ce pays, du point de vue géostratégique, du point de vue politique, mais aussi la dimension politique du gouvernement. Je donne ça comme exemple. Je pourrais donner d'autres exemples, mais c'est seulement pour illustrer quel est effectivement le rôle de la présidence. Parce que parfois, on a l'idée que la France va gouverner l'Union européenne ou le Portugal va gouverner l'Union européenne. Ce n'est pas exactement comme ça. Oui, non, vos explications sont très claires. On peut ajouter peut-être sur les fondamentaux que naturellement, on est dans un monde interinstitutionnel. Donc, le Conseil tient compte des propositions qui lui viennent de la Commission, est en dialogue permanent avec le Parlement, et que le Conseil européen lui-même n'est pas une présidence tournante. Donc, le président du Conseil européen est stable pour 2 ans et demi. Ouais. Donc, ça, c'est compliqué, hein. C'est un changement qui vient du traité et du traité de Lisbonne, avec la révision du traité de Lisbonne, avec le président permanent du Conseil européen. C'est pour cela que nous disons que les principaux perdants du traité de Lisbonne sont les premiers ministres. Parce que finalement, les ministres président au Conseil des ministres respectifs. Le ministre de l'Agriculture va présider à la réunion des ministres de l'Agriculture. Le ministre de l'Éducation va présider à la réunion des ministres de l'Éducation, mais le Premier ministre n'a aucun conseil qu'il peut présider. Donc, il est membre du Conseil européen. Mais connaissant mon Premier ministre, peut-être vos Premiers ministres, votre Premier ministre, connaissant mon Premier ministre, s'est beaucoup impliqué dans tout le processus de décision politique. Je peux donner aussi un exemple. Donc, pour nous, c'était très important, pour nous, tous les Européens, c'était très important de ratifier la décision, ce que nous appelons la décision ressources propres, la décision qui a permis à la Commission européenne d'aller au marché pour créer le Next Generation EU, le fonds de relance. Il a fallu que tous les parlements nationaux ratifient cette décision pour donner la capacité à la Commission européenne. Bon, bien évidemment, on peut dire, mais le Premier ministre portugais n'a rien à voir avec les parlements nationaux. C'est complètement vrai, mais je connais bien, tout le monde connaît bien, tout l'effort qu'il a fait auprès des pays pour assurer que jusqu'à fin mai, tous les parlements nationaux ont ratifié la décision ressources propres, ce qui a permis déjà à la Commission d'aller au marché. Donc, il y a aussi un pouvoir informel de persuasion comme ça. Non, vous parlez clairement. Alors, je vais vous entraîner, je dirais, on va essayer de naviguer sur un peu de sortie de crise sanitaire, un peu de relance économique, la dimension sociale, et puis on n'oubliera pas l'international ni les valeurs européennes. Peut-être quand même une dernière question sur les fondamentaux, parce que ça n'est pas toujours compris. La présidence peut impulser et pousser un petit peu ses priorités. Elle a par contre une certaine obligation de réserve, ou en tout cas d'équilibre par rapport aux différents États membres. Et donc, ça fait partie aussi d'une des questions qui a été posée par une de nos participantes en se disant, mais finalement, par exemple, sur l'état de droit où on connaît les positions claires et nettes du gouvernement portugais, lorsqu'on est en présidence portugaise, forcément, vous avez la présidence a une certaine obligation de réserve ou d'équilibre qui peut donner l'impression d'une neutralité un peu provisoire. Oui, tout à fait. Tout à fait. D'ailleurs, par exemple, concernant, pas l'état de droit, mais concernant la décision du gouvernement hongrois sur la communauté LGBTI, dont le Portugal n'a pas signé la lettre du point de vue formel, bien évidemment, c'était une lettre à la présidence, donc c'est normal que le Premier ministre portugais signe la lettre, mais moi-même, j'étais un peu dessus et moi-même, j'ai dit que le gouvernement portugais avait été trop formaliste. Parce qu'effectivement, si vous allez au site du Conseil
européens et surtout des présidences, vous vous rendez compte que ça est écrit noir sur blanc que les présidences doivent avoir d'honnêtes brokers dans tout cet exercice. Mais je dois vous avouer que moi, j'ai dit que le gouvernement portugais avait été trop formaliste et que j'attendais le 1er juillet pour voir mon Premier ministre signer la lettre. Oui, c'est ça. Demain, il est libre sur ce plan. Mais il a déjà, dans la lettre où il a répondu aux autres, d'une certaine façon, il a pris position et surtout, il a fait des déclarations en essayant de séparer son rôle en tant que présidence et son rôle en tant que Premier ministre portugais. Parce qu'effectivement, le Premier ministre portugais, qui avait été déjà ministre de la Justice et qui est quelqu'un de très ouvert du point de vue des valeurs civilisationnelles, d'état de droit, des droits fondamentaux, etc. Donc, pour moi, c'était un peu choquant de voir la neutralité du gouvernement portugais. Heureusement, la neutralité, ça a été bien et rapidement clarifié. Bon, merci. On va s'arrêter quelques instants, si vous le voulez bien, sur la sortie de la crise sanitaire, sortie relative et compliquée. C'est apparu aussi dans l'exercice qu'on a fait avec nos participants en disant présidence portugaise. Eh bien, effectivement, les gens associent cette présidence. C'est bien logique à une sortie compliquée de la crise sanitaire. Et on peut aussi se rappeler, parce que ça nous a été expliqué par d'autres parlementaires, nous avions eu ici Véronique Triet-Lenoir, par exemple, qui nous expliquait les compétences limitées de la Commission, les efforts de la Commission, mais peut-être pouvez-vous nous expliquer un petit peu, vu de votre planète parlementaire et avec une vision aussi portugaise, comment est-ce que vous l'avez vu, cette sortie de crise sanitaire, et le poids que peut mettre une présidence sur ces sujets-là? Je pense qu'on peut, malheureusement, on ne peut pas encore parler de la sortie de la crise sanitaire. Et donc, bien évidemment, on sent qu'il y a des difficultés. Il y a, une fois de plus, des difficultés de coordination entre les pays. Je vous donne un exemple. Je dois aller à Strasbourg. Vous êtes français, je dois aller à Strasbourg la semaine prochaine pour le plénière du Parlement européen. Et ce n'est pas encore clair. Une fois que je suis portugaise, je vais du Portugal, comment fonctionne la question de la quarantaine. Donc, c'est un peu, c'est pas encore clair et il nous faut cette clarification pour savoir comment gérer cette participation. Mais votre question est, je pense que d'abord, nous avons senti immédiatement au début de la crise une certaine insécurité. Donc, insécurité par rapport à l'Union européenne, le rôle des pays, la coordination, etc. Mais immédiatement, on a réussi à avoir une coordination et surtout, l'Union européenne a pris des décisions dans des temps records. Donc, 2 jours ou une semaine, 3 jours, normalement des décisions qui ont besoin des mois pour être prises. Et donc, on a réussi, soit du point de vue budgétaire, soit en ce qui concerne les mécanismes européens de protection civile qui a organisé la rentrée des Européens qui étaient en dehors de l'Union européenne, etc. Donc, on a vraiment assurer la distribution des produits agricoles, soutenir l'industrie, etc. Donc, avec les couloirs verts et tout ça, donc on a bien marché. Oui. Et puis, vous avez été précédé par une présidence allemande qui a été vigoureuse. Qui a été vigoureuse, sans doute, notamment la présidence allemande a eu un rôle important, par exemple, pour l'accord politique sur le cadre financier pluriannuel et pour la construction de la réponse européenne. Moi-même, j'étais négociateur et rapporteur pour le cadre financier pluriannuel et je peux vous avouer que ça a été une négociation très difficile parce que l'Allemagne, c'était un partenaire très difficile, un négociateur très difficile de l'autre côté, mais je dois vous avouer qu'on a très, très bien travaillé avec des résultats que je trouve des résultats excellents pour l'Union européenne. La question des vaccins.
à mon avis, des vaccins. J'ai compris que c'est clair que la Commission européenne a été très décisive. Donc, personne ne discute pas si la Commission avait le pouvoir ou n'avait pas le pouvoir d'acheter les vaccins au nom des États membres. Mais la Commission l'a fait. Et je dois dire, par exemple, pour le Portugal et d'autres pays, si ce n'était pas le cas, c'est-à-dire si c'était chaque pays à négocier avec l'industrie pharmaceutique, c'était clair que le Portugal n'avait pas encore commencé à vacciner. Donc ça, c'est clair. Et je pense que soit la réponse européenne avec la création du Next Generation EU, du Fonds de relance, soit la question des vaccins, a été vraiment la solidarité européenne qui a fonctionné. Et dans ces cas, je pense qu'il faut aussi mettre en évidence l'unité des États membres. Donc, les États membres ont compris qu'on était mieux protégés par l'Union européenne qu'agir d'une façon isolée. Et donc, je sais que le Premier ministre portugais a très bien travaillé avec von der Leyen et avec la présidente von der Leyen dans le sens de exactement donner à la Commission le rôle qu'elle, je ne peux pas dire qu'elle a, mais qu'elle a dû jouer dans cette crise. Bon, effectivement, vous avez raison de souligner le caractère tout à fait exceptionnel de la période qu'on a connue, de la vigueur de la réponse. Est-ce que vous êtes plutôt optimiste sur la suite? Est-ce qu'une Europe de la santé, on va la construire? Ou est-ce que si on sort de la crise, les États membres vont reprendre leur pouvoir traditionnel? Bon, depuis le début de la crise, moi, je me suis dit, il faut lancer l'Union pour la santé. Et surtout, j'avais en tête ce qui s'est passé avec l'Union pour l'énergie. Je me rappelle bien quand, après l'adhésion des nouveaux États membres du centre de l'Europe, pendant Noël, quand la Russie a décidé de jouer avec la distribution d'énergie dans les pays de l'Europe centrale, a joué avec les prix. Je ne peux pas dire d'une certaine façon, effectivement, la Russie a utilisé sa capacité dans le domaine de l'énergie pour faire de la géopolitique. Effectivement, les pays comme la Pologne ont passé des mauvais moments à Noël, en décembre, et finalement, le Conseil européen, immédiatement après, ont décidé de créer une union pour l'énergie avec des plans d'action, des plans nationaux, des capacités européennes, la construction d'une autonomie européenne en matière énergétique, etc. Et il faut rappeler, c'était pendant la présidence britannique de l'Union européenne qu'on a réussi à avoir un accord. Et je donnais justement cet exemple. Donc, c'est dans ces types de moments de difficulté qu'on peut donner des pas, new steps, dans le progrès, dans le processus de construction européenne. Et vous avez complètement raison, l'Union pour l'énergie est nécessaire. Et il faut rappeler que pendant les négociations du budget pluriannuel 2021-2027, nous avons triplé 3 fois plus le programme EU for Health, exactement pour donner une plus grande capacité au système public de santé, mais aussi pour créer un stock de médicaments qui puisse être stratégique pour l'Union européenne et pour une plus grande coopération entre les États membres. Donc, il y a maintenant, il faut la volonté politique pour le faire, mais il y a toutes les conditions et je trouve qu'elle est vraiment nécessaire de créer une union pour la santé. Merci. Avant de vous entraîner vers l'économique et le social, peut-être une dernière question autour de l'Europe de la santé en tenant compte du fait que vous êtes membre du groupe socialiste. Est-ce que finalement la vision qu'on a que là-dessus les parlementaires ont joué vraiment groupé, qu'il y a des médecins un petit peu partout aussi dans différents groupes qui ont vraiment voulu une Europe de la santé, que vous avez un grand consensus,
Où est-ce que vous voyez des différences entre les groupes politiques dans ces domaines-là? Je pense bien évidemment les familles politiques qui sont contre une plus grande intégration ont des difficultés à avoir plus d'intégration. Et finalement, l'Europe pour la santé, c'est plus d'intégration. Mais j'ai trouvé que ce débat a mobilisé, a rassemblé un large consensus au Parlement européen. Mais bien évidemment, c'est les ministres qui doivent aussi, c'est les États membres aussi qui doivent manifester et accepter la volonté politique d'aller plus loin en ce qui concerne l'Europe pour la santé. Parce que l'Europe pour la santé n'est pas prévue dans les traités, mais en même temps, elle n'est pas interdite. Donc, on peut travailler là-dedans si on a la volonté politique pour le faire. Mais au niveau du Parlement, on a mobilisé un grand consensus, un grand support, un grand appui pour ce principe l'Europe pour la santé. Bon, merci. Je vous entraîne sur l'Europe économique. Évidemment, on en a parlé déjà ici, aussi dans le Pays de la Loire, avec différents webinaires et pas plus tard d'ailleurs qu'il y a quelques semaines avec une représentante de la Commission européenne du bureau à Paris, Carole Labbé, qui nous parlait de la mécanique des plans de relance, donc qui avance bien. Et donc, je ne vais pas reprendre tous ces éléments-là qui nous sont connus, mais peut-être vous tendre une perche portugaise en disant que le Portugal, à ma connaissance, a été le premier pays à avoir son plan de relance adopté. Et donc, comment est-ce que vous voyez ce plan de relance au Portugal et plus généralement les plans de relance dans un contexte européen? Là, vous avez la chance d'avoir une présidence, je dirais, qui a capitalisé les résultats du travail entrepris précédemment, mais peut-être voulez-vous élaborer sur les plans de relance qui vous tiennent à cœur, certainement. Oui, ça me tient au cœur, effectivement. Les plans de relance, moi-même, je suis membre du groupe de travail au Parlement européen qui est chargé de l'accompagnement des plans de relance. Je pense que ce qui est important, c'est que nous ne voulons pas faire plus du même. Je ne sais pas si cette expression existe en français, j'ai fait la traduction de l'expression portugaise. C'est-à-dire la relance doit se faire différemment pour une autre économie. Bien évidemment, on ne va pas faire la révolution, je suis bien conscient de ces limites. Mais ce qui a été important, c'est que pour créer le cadre dans lequel les plans de relance doivent être construits, il y a des guidelines, des orientations politiques claires. C'est-à-dire, nous voulons 35% du financement pour le climat, 20% pour la transition digitale, et nous avons 6 piliers: transition digitale, climat, jeunes, cohésion, entreprise et aussi la résilience des systèmes publics. Système public, santé, éducation, recherche, innovation, etc. Donc, ça sont les piliers autour desquels les pays doivent préparer ces plans de Recovery and Resilience Plans. Oui. This is important, et c'est pourquoi au début, j'ai dit qu'on ne veut pas faire plus du même. Ce qui est important de mettre en évidence, c'est que jusqu'à maintenant, dans le cadre de la coopération économique et de la gouvernance économique, normalement, la Commission européenne fait des recommandations aux États membres. Cette fois-ci, il y a 2 éléments différents. Le premier, c'est que toutes ces recommandations, entre guillemets, sont discutées dans un dialogue structuré entre les États membres et la Commission européenne. Le fameux semestre européen qui a un drôle de nom. Hein. Voilà, et que maintenant a de nouvelles exigences. Et les États membres, pour préparer leurs plans nationaux de récupération et relance, doivent le faire en dialogue étroit avec les partenaires sociaux, les experts, les municipalités, etc. Une deuxième question importante, c'est le fait que cette fois-ci, il y a des orientations,
mais il y a aussi des ressources financières oui. pour le développement de ces recommandations. C'est-à-dire, c'est très simple à la Commission européenne de recommander au Portugal ou à la France de faire cette réforme-ci ou cette réforme-là. L'État membre peut dire, OK, mais on n'a pas des ressources financières, ce n'est pas notre priorité pour le faire. Donc, dans ce cas, d'abord, on peut négocier les priorités et après, il y a des ressources financières pour le faire. Et pour moi, c'est la grande différence entre le passé et ce que nous avons maintenant. Donc là, effectivement, on a une occasion, une opportunité tout à fait exceptionnelle qu'on ne reverra peut-être pas de sitôt. Ouais. Je me permets de faire un petit détour sur le verdissement parce qu'effectivement, quand on regarde aussi l'actualité, on voit bien que le plan de relance est vraiment très intéressant et qu'il y aura un verdissement et des opportunités de verdissement. Et en même temps, la présidence portugaise a été celle qui a fait la conclusion de la politique agricole. Ça, c'est un autre sujet, mais c'est un sujet qui parfois fâche. Nous avons eu, il n'y a pas longtemps, un parlementaire du groupe des Verts qui était très en colère sur les tendances de la politique agricole commune. La présidence portugaise a fait le travail, a bien fait le travail, puisque vous avez conclu, mais certains disent que finalement, ce verdissement réussi dans les plans de relance, je fais une petite caricature, a été plutôt raté ou est insuffisant dans la politique agricole. Bon, ce n'est pas la faute de la présidence portugaise et de ses efforts, mais c'est un petit peu troublant de se dire que parfois on a été meilleur là où l'exercice était peut-être difficile, le plan de relance était difficile, et on n'a pas été si bon dans l'agriculture alors qu'on sait très bien que nous devons aller vers un verdissement, qui est difficile aussi. Je ne suis pas sûre, bon, pour nous c'est clair au Parlement européen et ça je dois vous dire que c'est plutôt... je ne voulais pas dire un conflit, mais une confrontation entre les gens de l'agriculture et les gens de la Commission environnement qu'une séparation entre familles politiques. Donc, c'est clairement une approche différente. Si la PAC n'est pas suffisamment verte, je ne suis pas d'accord, je ne suis pas en mesure d'appuyer cette affirmation. C'est-à-dire, ce que je sais, c'est que d'abord, la présidence portugaise a fait, donc après 3 ans, parce qu'on négociait ça depuis 3 ans, a fait tous les efforts que la PAC puisse être le plus ouverte possible et surtout qu'elle ne soit pas en contradiction avec des autres objectifs, notamment l'objectif climat. Mais je suis sûre qu'il y a des gens, bien évidemment, qui sont dans la ligne que vous venez de dire, qu'elle n'est pas suffisamment verte. Et surtout, il y a encore l'aspect transition et la capacité, dans le sens large, des agriculteurs de respecter tous ces aspects verts de la politique agricole commune. C'est-à-dire, bien évidemment, la politique agricole commune ne peut pas fonctionner contre des objectifs climat, mais nous sommes sûrs qu'il faut assurer une transition pour que la politique agricole puisse contribuer à ces objectifs. Mais je dois dire, par exemple, pour le cadre financier pluriannuel, où est dedans le financement de la PAC, il y a 37% de l'argent PAC, des fonds agricoles, qui doivent être utilisés dans l'objectif climat. Oui, c'est ça. Bon, et puis on peut ajouter que de toute façon, les États membres ont aussi un rôle important puisqu'on leur a demandé de faire des plans stratégiques nationaux. Donc, ceux qui veulent jouer le jeu peuvent pousser le verdissement un peu plus loin et ceux qui n'ont pas envie vont traîner les pieds et freiner les ambitions. Oui, bien évidemment. Bon, je vais vous entraîner un petit peu, bien sûr, sur le domaine social, la relance économique, la relance sociale, le fait que la présidence portugaise sort avec un bon bilan d'un sommet social à Porto. Là, je vais faire un tout petit peu l'avocat du diable comme un animateur peut le faire en disant que oui, bien sûr, félicitations, vous avez relancé le socle des droits fondamentaux, mais en même temps, qu'est-ce que peuvent nous dire des objectifs tels que les États membres les ont fixés
de souhaiter ou de se fixer de réduire de 15 millions le nombre de personnes menacées en Europe par la précarité, ou de fixer des critères ambitieux, mais dont on peut craindre que dans 2 ans, dans 3 ans, on les revisite en disant que finalement les objectifs n'ont pas été atteints. Et là, on est dans un domaine difficile parce que les compétences sont surtout nationales. Donc, quelle est, vous, votre vision des choses? Bien sûr, satisfaite du sommet social, je n'en doute pas, mais au fil du temps, quelles sont les conditions de la réussite de ce sommet? Voilà. Tous ces objectifs doivent être monitorisés pour nous assurer qu'il y a un progrès. Comme vous avez bien dit, on ne peut pas attendre 2030 et en 2029, on dit dommage, malheureusement, on ne va pas atteindre les objectifs. Non, il faut un calendrier, il faut un roadmap, il faut monitoriser les progrès. Mais il y a une question plus importante, à mon avis, c'est-à-dire c'est la révision du semestre européen. C'est-à-dire les indicateurs sociaux doivent être partie intégrante de cette idée de monitorisation, et aussi la capacité de donner des recommandations doivent être travaillées dans le cadre du semestre européen. Et surtout, le pacte de stabilité et croissance ne peut pas empêcher que le plan d'action sur le socle européen des droits sociaux soit respecté. Parce que finalement, si on met en marche les anciennes les règles de gouvernance économique ou le pacte de stabilité et croissance tel qu'il existe maintenant, après que la General Escape Clause, la clause de SCAP, je ne sais pas comment on dit en français, excusez-moi. La clause de escape, c'est exception. Oui, d'exception ou se retirer. Mais oui. La General Escape Clause, la clause d'exception, maintenant c'est activé. Elle ne peut pas être activée d'un jour à l'autre en disant on va réintroduire les règles telles qu'elles existent. C'est-à-dire, il y a des objectifs européens, le Green Deal, le socle des droits sociaux et les objectifs de Porto qui doivent être clairement intégrés dans ce concept d'investissement et dans le cadre de l'application des règles de gouvernance économique. Bon, et donc vous êtes ça c'est votre souhait légitime, vous êtes raisonnablement optimiste ou bien vous êtes un petit peu sceptique? Je ne sais pas. C'est-à-dire, non, c'est-à-dire, ça c'est l'objectif politique. Je suis pas naïf, je suis bien consciente des difficultés, mais de ma part, en tant que parlementaire, je fais pression pour que cela puisse se donner. Par exemple, je suis rapporteur pour la révision des règles de gouvernance économique. Bien évidemment, c'est une dimension qui est intégrée dans notre rapport que le Parlement européen doit voter. On va voir se approuver la semaine prochaine. Oui. Est-ce que dans le sommet social, il y a autre chose qui est important à noter ou dans la présidence portugaise plus généralement? Est-ce qu'il y a des motifs de grande satisfaction et des frustrations sur ce volet social? Je pense que, on peut toujours dire qu'on aurait pu aller plus loin. Mais je pense que ce qui est important, c'est le fait que finalement, il y a un plan d'action, il y a des objectifs quantifiés, il y a une méthode pour monitoriser ces objectifs et finalement, c'est un sommet qui a adopté un plan d'action qui a été signé aussi par les deux côtés des partenaires sociaux. Et ça, c'est très important parce que ça donne, ça donne un sens de responsabilité qui est énorme et que je dirais qu'il peut créer des conditions pour être plutôt optimiste. Mais entre optimisme et pessimisme, je trouve qu'il faut travailler pour atteindre ces objectifs et répéter et faire tout ce qui est nécessaire. Et je peux vous dire que le Parlement européen est très mobilisé pour faire respecter ses engagements. Bien, écoutez, merci. Je vais vous entraîner encore sur deux autres sujets. Le sujet suivant, c'est évidemment tout le volet international.
la recherche d'une autonomie stratégique de l'Union européenne, la réflexion autour de que pouvons-nous faire maintenant plus constructivement avec Joe Biden qu'avec M. Trump. La différence est évidemment importante, mais parfois aussi les difficultés auxquelles on se heurte, la Turquie, la Russie, la Chine. Donc finalement, vous, avec votre longue expérience, qu'est-ce que vous pouvez dire du momentum actuel? Où en sommes-nous et que pouvons-nous espérer raisonnablement? Et sans oublier ce que la présidence portugaise a fait avec effectivement un prisme parfois plus important sur les relations Amérique latine et Afrique. Et l'Inde aussi. Et l'Inde. Donc, on a organisé le sommet Union européenne-Inde. Et ça, c'était très important parce que finalement, ce n'était pas en présence physique, c'était online. Mais je pense que les résultats sont très positifs pour relancer le dialogue avec l'Inde, parce que l'Inde est un partenaire stratégique pour l'Union européenne en Asie. Bon, ça c'est sur la présidence. Mais votre question est un peu plus large et à mon avis très intéressante. Donc, effectivement, on a eu un break de 4 ans entre le passé et le futur. Et je pense qu'on a des conditions nouvelles pour relancer un dialogue pour créer une agenda globale, une nouvelle agenda globale. Je pense qu'on a des conditions pour le faire, soit des relations entre l'Union européenne et les États-Unis, soit les relations entre l'Union européenne et les Nations unies. Antonio Guterres a parlé au Parlement, a fait son discours en plénière du Parlement européen la semaine dernière, où justement il a valorisé cet aspect de coopération entre l'Union européenne et les Nations unies. D'abord, c'est quoi cette nouvelle agenda globale? Je pense qu'elle doit avoir plusieurs piliers, notamment le commerce international, les questions des relations commerciales, les questions climat, une fois que les États-Unis ont rentré dans l'accord de Paris, une dimension sécurité et paix, bien évidemment, et une autre dimension, la récupération économique. Et tout ça dans un cadre de remettre le multilatéralisme qui a été interrompu, mais que finalement c'est une valeur essentielle des temps que nous vivons. Donc, ayant dit ça, je pense qu'il y a des éléments de perturbation. C'est-à-dire, je pense que cet agenda global doit être basé dans des piliers très forts, y compris l'Union européenne, les États-Unis, la Chine. Je pense que aujourd'hui, les difficultés de relation avec la Russie et la question chine peut réduire cette capacité et la force d'un agenda avec ces dimensions. Et je pense que la visite de Biden en Europe a été très positive. C'est la relance des relations politiques et des négociations de ces différents piliers, mais il faut effectivement comprendre quels sont les autres défis qui doivent être progressivement. J'ai bien conscience des difficultés et des défis, mais effectivement, il faut travailler ensemble pour avoir cet agenda global. Très bien. Et je vais faire le lien entre l'international et nos premières réflexions sur le poids d'une présidence sur 6 mois, parce qu'on sait bien que les relations avec la Chine ou la Russie ou la Turquie, c'est des sujets compliqués dans le long terme. Bon, et on va quitter une présidence portugaise ce soir. Nous allons vers une présidence slovène avec beaucoup plus d'incertitudes sur leur envie d'international, aussi sur leur histoire de relations avec les États-Unis, par exemple. Et donc, sans trop juger les présidences qui vont nous suivre, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, je dirais, sur les espoirs de transmission? Qu'est-ce qu'une présidence peut transmettre à ses successeurs là-dessus? Voilà, c'est la gestion de l'agenda politique.
l'agenda européen. C'est la gestion de l'agenda politique européen, bien évidemment. Je comprends bien vos questions sur la Slovénie, sans doute. Mais je pense quand même que l'organisation des institutions européennes ne donne pas la capacité à une présidence de, comment dirais-je, détruire ou dévaloriser ce qui a été fait. Et surtout, il y a les autres pays qui font pression. Bien évidemment, Portugal continue à faire pression et les autres pays aussi. C'est-à-dire, la Slovénie, même si elle n'a pas un leadership, un intérêt d'approfondir une agenda internationale, dans le sens qu'on a parlé avant, il y aura aussi la pression des autres pays pour... et voilà, la Slovénie doit respecter le principe de la neutralité. Donc, mais s'il y a une pression politique des autres, il faut aller de l'avant. Oui, donc une présidence slovène, ça peut aussi être un bon, je dirais, un élément positif en termes de présidence neutre sur certains sujets. Oui, on va voir. On va voir. Bon, je ne vais pas vous retenir tout de même trop de temps, mais je vais prendre un dernier sujet qui est vraiment un sujet d'actualité, qui est la thématique compliquée et fondamentale des valeurs, de l'état de droit, de l'actualité tout de même que nous connaissons, et elle n'est pas limitée à la Pologne et à la Hongrie, mais enfin tout de même de tout ce qui nous a fâchés les derniers temps, aussi sur les thématiques LGTB et autres de pluralisme. Bon, et un peu cette difficulté aussi pour les citoyens, je dirais, comme tout le monde, de se dire, mais finalement, l'Union européenne ne fait que répéter que nous devrions vivre dans un État pluraliste, dans une Union européenne plus ouverte, plus respectueuse des droits, alors que nous savons bien que tout de même les pouvoirs des institutions sont relativement faibles par rapport aux États membres. Mais en même temps, nous avons mis une conditionnalité forte sur les plans de relance. Donc finalement, qu'est-ce qu'on est capable de faire qui peut aussi nous donner des éléments de compréhension? Et ici, en France, on va arriver dans une période compliquée qui est une période d'élection présidentielle où les anti-européens vont se rattraper en nous disant que bon, ce truc-là, c'est un sujet répétitif, mais finalement, qu'est-ce qu'on est capable de faire vis-à-vis d'un État qui s'éloigne trop de l'État de droit? Voilà, l'Union européenne, c'est une union de valeurs, une union de principes, d'objectifs politiques, de valeurs. Bien évidemment, il y a la capacité des traités pour agir quand les pays ne respectent pas les valeurs, ne respectent pas les traités. Le Parlement européen a insisté et on a réussi à avoir un règlement sur l'état de droit qui conditionne l'accès aux fonds européens du respect de l'état de droit. C'était inacceptable, c'est-à-dire on ne peut pas accepter que l'argent des Européens soit utilisé pour promouvoir des valeurs qui ne sont pas des valeurs européennes. L'argent des Européens va être utilisé pour promouvoir les valeurs européennes. Et c'est pourquoi on a introduit, on a réussi à voter, à approuver en tant que co-législateur avec le vote du Conseil aussi, parce que ce n'est pas l'unanimité, c'est par majorité. On a réussi à approuver ce règlement sur l'accès, conditionnalité, état de droit. C'est suffisant, n'est pas suffisant. Pour moi, c'est clair. Ce règlement, c'est important. Il y a une capacité d'agir. Ce n'est pas seulement le texte du traité, mais il y a une capacité d'agir. Mais c'est dans la base de l'article 2. Et il y a l'article 7 du traité qui est clair là-dedans. Donc, moi, j'ai l'habitude de dire que ça, c'est la lumière au fond du tunnel, mais il faut quand même continuer notre parcours. Je pense quand même qu'il y a une difficulté, c'est la capacité de faire respecter les décisions. Donc, en ce qui concerne l'état de droit. La présidence portugaise a progressé dans ce cas, notamment à organiser les auditions avec le ministre polonais et le ministre hongrois sur le respect de l'état de droit dans le cadre de l'article 7. Mais bien évidemment, les auditions, c'est important. Donc, les ministres polonais
Hongrois ont été appelés au Conseil Affaires Générales pour répondre à des questions parce qu'ils sont supposés de ne pas respecter l'état de droit. Donc, c'est déjà quelque chose, mais ce n'est pas tout, c'est très peu, je dirais, parce que la question, c'est que chaque fois qu'il y a un vote, il faut l'unanimité à l'exception du pays concerné. Mais quand il y a plus qu'un, ils sont solidaires et le Conseil n'arrive pas à décider. Donc, l'approbation du règlement a été sur la conditionnalité état de droit a été très important. On disait toujours pendant les négociations du cadre financier pluriannuel que l'état de droit, c'était l'éléphant dans la salle. Parce que l'Hongrie et la Pologne faisaient chantage pour si le règlement est approuvé, nous, on va bloquer le cadre financier pluriannuel parce qu'il doit être adopté à l'unanimité. Mais finalement, on a réussi à avoir les deux. Et donc, je pense que c'est un pas important. Mais comme vous dites, l'Union européenne, c'est une union de valeurs, bien évidemment. Non, vous avez bien travaillé au niveau du Parlement européen, mais effectivement, on n'est pas sorti de l'auberge, comme on dit en français, puisqu'il y a maintenant saisine de la Cour de justice qui sans doute donnera tort aux États concernés, mais on perd aussi du temps dans le rappel des règles. Eh bien, écoutez, qu'est-ce qu'on a oublié dans cette conversation dont je vous remercie? Est-ce qu'il y a des choses qui vous tiennent à cœur et que nous n'avons pas, que nous avons oubliées? Je pense pas. Je pense qu'on a on a discuté beaucoup des thèmes. Moi, je ne vois pas d'autres questions. Je pense qu'on a discuté presque toute l'Union européenne. Mais oui, je ne vois pas des thèmes, mais bien évidemment, je suis ouverte. Je vais vous en trouver peut-être un petit dernier parce qu'il est relativement dans l'actualité aussi franco-européenne, mais je voudrais avoir un peu l'avis d'une parlementaire de nationalité portugaise. La conférence sur l'avenir de l'Europe qui avait été beaucoup poussée par différents États, poussée par le Parlement européen, poussée par le président Macron, avec un risque aussi de finir cette conférence en une période d'élection présidentielle. Quel est votre espoir sur la conférence? Qu'est-ce que vous en espérez, tout simplement? Oui, je sais que le président... Vous n'en espérez pas? Je sais que le président Macron a beaucoup insisté, a commencé il y a du temps avec les dialogues citoyens, etc. Et donc, je pense que cette ligne est très présente dans le texte de la proclamation sur la conférence sur le futur de l'Europe, sur l'avenir de l'Europe. Et voilà, c'était aussi un dossier qui était bloqué avant la présidence portugaise et que finalement, la présidence portugaise a réussi à lancer cette conférence sur l'avenir de l'Europe. Je pense qu'il y a un premier défi. Et le premier défi, parce que l'idée des dialogues citoyens, c'est une idée qui va être, dirais-je, la construction de l'organisation de cette conférence. C'est-à-dire, c'est entendre les citoyens, entendre les organisations et les institutions nationales, etc. Donc, c'est donner l'opportunité aux autres de participer au processus de décision politique au niveau européen, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils veulent pour le futur, pour l'avenir de l'Europe. Et ça, c'est très intéressant. Et c'est pourquoi le premier défi, c'est justement d'avoir la capacité de mobiliser les citoyens, les citoyennes qui, normalement, ne participent pas dans le débat européen. Ça, pour moi, c'est le premier défi. Donc, si on va discuter les questions sur l'avenir de l'Europe avec les mêmes qu'on discute toujours, on ne va pas beaucoup avancer. Donc, il faut effectivement faire un effort de mobiliser les gens et la Maison de l'Europe, je suis sûre qu'il va travailler pour justement mobiliser les gens qui normalement ne sont pas concernés par le débat sur l'avenir de l'Europe. Un deuxième point, c'est la question, qu'est-ce que nous voulons de l'Europe? Et est-ce que, par exemple, vous avez donné l'idée sur l'Europe, la santé et d'autres thèmes qu'on a discutés. Je pense que la question qu'il faut se poser dans le cadre de la conférence, c'est est-ce qu'on peut faire tout ça? Est-ce qu'on peut respecter, avoir une grande ambition et avoir des conditions pour soutenir cette ambition
Est-ce que le traité de Lisbonne nous permet de le faire ou est-ce qu'il faut revoir les traités? Moi, normalement, je suis plutôt favorable à la première réponse, c'est-à-dire essayer de gérer notre ambition et être ambitieuse, sans doute, mais essayer de travailler dans le cadre du traité de Lisbonne. C'est-à-dire le traité de Lisbonne a ouvert des portes qui n'ont pas été utilisées. C'est-à-dire, quand nous regardons des difficultés que nous avons, soit au niveau budgétaire, au niveau d'une plus grande intégration, il faut toujours se demander, est-ce qu'on va plus loin parce que le traité ne le permet pas ou parce qu'il n'y a pas une volonté politique pour le faire et un consensus pour le faire? Ça, pour moi, c'est la question plus importante. C'est-à-dire, le traité de Lisbonne, à mon avis, a encore des potentialités pour être beaucoup plus ambitieux. Et finalement, je ne suis pas du tout sûre. Et ça, mais je ne suis pas du tout sûre que si on va revoir le traité, on arrivera à un traité mieux que ce que nous avons maintenant. Sauf si la situation politique change dans le bon sens dans les États membres. Mais quand je regarde le scénario politique aujourd'hui en Europe, pays par pays, je ne suis pas trop optimiste. Si on se lance dans la révision du traité, on aura des meilleurs résultats. Et finalement, je pense que les citoyens européens seront beaucoup plus mobilisés pour des éléments comme nous venons de discuter ou donner à l'Union européenne une meilleure résilience avec des chaînes de valeur stratégiques, par exemple, et d'autres éléments, la récupération économique, la relance économique. Je pense qu'ils sont plus facilement mobilisés pour ces politiques, pour ces domaines, que se lancer dans une révision institutionnelle qui va prendre du temps. Bon, vous êtes une Européenne convaincue, mais aussi réaliste, et c'est vrai que les Français européens vont sans doute, dans leur majorité, vous donner raison, parce qu'on a pas mal souffert de tous ces débats de modification institutionnelle avec les la France a bien raison. Et ça n'a pas été simple. Et à l'inverse, on peut trouver dans l'histoire du projet européen des exemples en sens inverse. Erasmus a été fait alors que le mot éducation ne se trouvait pas dans le traité. C'est un cas exceptionnel. Oui, tout à fait. Moi, j'ai commencé à travailler à la Commission européenne dans la DG Éducation, justement. Bon, alors, là où il y avait effectivement toute une série de gens extrêmement convaincus et capables de convaincre des ministres d'avancer, alors que le traité parlait seulement de formation et d'emploi. Donc, si la volonté politique existe, on peut entraîner les choses. Écoutez, moi, je vais passer maintenant les dernières minutes à vous remercier parce que je vois que nos participants sont toujours là. Ils sont en train de vous remercier pour une intervention riche, claire et pragmatique. Je suis bien d'accord avec ce commentaire de Céline. Vous nous avez fait le mérite et l'effort et la gentillesse de nous accorder un petit peu de temps public nantais et pas seulement nantais, puisqu'il y a aussi des Parisiens et des Bruxellois, mais nous utiliserons aussi cet entretien comme enregistrement que nous pouvons partager. Et donc, nous sommes ravis d'avoir pu dialoguer avec vous en langue française et pas en langue portugaise, ce qui aurait été plus compliqué pour nous. Et puis, en vous souhaitant tout le meilleur, en espérant que la présidence slovène fasse un bon travail, que les Français s'intéressent aussi aux questions européennes sans attendre leur tour de présidence française, avec encore une fois les risques de télescopage avec les agendas nationaux, et donc de s'intéresser vraiment au travail des institutions dans la durée. Et puis, je vous laisse le dernier mot. Peut-être voulez-vous ajouter un dernier mot. Pour moi, c'est un plaisir. Ça a été un plaisir de pouvoir discuter ces questions avec vous, des questions riches et des questions que je trouve sont les points essentiels pour comprendre l'Europe que nous voulons, l'ambition que nous avons pour le futur de l'Union européenne, mais aussi être très conscient des limites
sans s'arrêter. C'est-à-dire, je connais les limites, mais je dis, bon, on ne peut pas faire ça. Non, on fait les efforts pour aller de l'avant. Oui. Je pense que ça, c'est mon rôle en tant que parlementaire. Et merci beaucoup de cette opportunité. Bon, merci beaucoup. Et puis, coup de chapeau au Portugal. Hein. Moi, je ne peux dire que des choses bonnes sur les relations avec les Portugais et l'engagement européen de la plupart des Portugais. Donc, bon, rendez-vous au Portugal pour ceux qui ont l'occasion d'y aller, aussi malgré les difficultés sanitaires du moment que nous finirons bien par surmonter. Merci encore, Margarita Marques, et bonne fin de présidence. Merci. Au revoir. Bonnes vacances le moment venu. Et bonne chance aussi pour la présidence française, parce que ça commence dans un semestre, mais je suis sûre que le gouvernement y travaille déjà. Oui, ça se prépare. Peut-être la présidence portugaise, vous l'avez préparée combien de temps à l'avance? Je ne me rappelle pas, mais normalement, on commence à travailler une année et demie en avance. Ah oui. Bon, merci beaucoup et nous buvons un coup à votre santé virtuelle. OK. Voilà. Merci, au revoir. Au revoir à tout le monde et bonne soirée.